Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous propose pour ceux qui préparent le CRPE, donc le concours de recrutement de professeurs des écoles, donc sujet 2016, exercice 4, donc c'est un vrai ou faux. On a 4 affirmations, un petit peu variées, il y a de la géométrie, des pourcentages, de la divisibilité. Donc on est parti avec une première question sur de la géométrie. Profitons-en pour faire un point. Ici on nous parle de quadrilatère, donc un quadrilatère c'est un polygone à 4 côtés. Alors ici, j'ai pris cet extrait là de Wikipédia qui résume bien la situation des quadrilatères. On a déjà 3 formes. On pense toujours au convexe, mais il y a aussi des formes un petit peu particulières. Alors, d'abord, qu'est-ce que c'est? Bon, un croisé, vous avez bien compris. Un paragramme croisé, par exemple, vous avez ceci. C'est quand vous avez A, par exemple, A, B, C, D là. En reliant, vous formez une forme de papillon. Donc ça, c'est pas très pratique. Alors, dans les formes ici quadrilatères plus connues, où ça ne se croise pas, vous avez 2 types, concave et convexe. Alors, pour être précis, c'est très simple. Quand on prend ce qu'on appelle un polygone convexe, ça veut dire que en reliant 2 points de l'intérieur, ou 2 points qui sont même sur les côtés, vous allez toujours avoir un segment qui est entièrement à l'intérieur de votre polygone. Donc, exemple, si je prends ceci, voilà, vous avez donc un quadrilatère A, B, C, D. Vous voyez bien que je peux prendre n'importe quel point à l'intérieur ou sur les bords, en reliant, tout le segment se trouve à l'intérieur de mon polygone. Donc on dit qu'on est sur une forme convexe. Quand on est sur une forme concave, il faut qu'on ait au moins la possibilité de relier 2 points en sortant du polygone. Donc ça peut former ce genre de choses. Voilà. Ici, vous voyez que si je prends un point ici et un point là, en reliant, vous voyez, vous allez être obligé de sortir. Vous avez toute une partie du segment qui est en dehors. On dit qu'on a un polygone concave. Donc maintenant, on va s'intéresser aux convexes. Dans les convexes, on a, on va dire, trois vedettes. Les parallélogrammes, vraiment, ça c'est vraiment les stars. Et ensuite, on a ceux qu'on croise de temps en temps, donc ce qu'on appelle les cerfs-volants. Et plus fréquemment, on rencontre des trapèzes. Alors, trapèze, vous prenez donc un quadrilatère avec, ici, vous avez 2 côtés parallèles, qui peuvent être de même longueur ou pas. S'ils sont de même longueur, vous aurez un parallélogramme. Sinon, ça donne une forme qui est comme ça. D'accord, avec une petite base et une grande base. La hauteur, donc c'est comme ça. Vous prenez un sommet, vous le projetez perpendiculairement sur l'autre base, et vous avez une formule qui dit que l'aire d'un trapèze, c'est grande base plus petite base fois la hauteur divisée par 2. D'accord? Donc ça, c'est ce qu'on appelle un trapèze. Dans un trapèze, les diagonales n'ont rien de particulier. Donc, on ne va pas en parler. Quand on est sur un cerf-volant, cerf-volant, c'est assez particulier, c'est un quadrilatère qui possède un axe de symétrie. Donc, vous avez, une fois que vous avez tracé une diagonale, forcément l'autre, eh bien, c'est-à-dire qu'il y a une diagonale, obligatoirement, qui est un axe de symétrie de l'autre diagonale. Ici, donc, vous avez forcément un milieu comme ceci. Donc, il y a une diagonale qui est la médiatrice de l'autre. Et donc, ça forme ce qu'on appelle un cerf-volant. D'accord ? Et après, vous avez la dernière grande famille, vraiment, là, c'est les parallélogrammes. Il y a beaucoup de choses à dire, alors je vais les dire rapidement. Un parallélogramme, donc vous avez 2 côtés parallèles, voilà, 2 à 2. Une chose est certaine dans un parallélogramme, et c'est caractéristique même, les diagonales se coupent en leur milieu. Si vous avez quelque chose, un quadrilatère dont les diagonales se coupent en leur milieu, vous avez devant vous un parallélogramme. Alors après, à l'intérieur, vous avez 2 chemins, qu'on voit bien sur le dessin. Si vous rajoutez des côtés de même longueur, 4 côtés, vous obtenez ce qu'on appelle un losange. D'accord ? J'ai rajouté donc des côtés de même longueur. Voilà. Dans un losange, on a en plus des diagonales qui se coupent en milieu, vous avez en plus un angle droit. D'accord ? Donc 4 côtés égaux, angle droit. Si par contre ici vous prenez des diagonales qui ont même longueur, vous obtiendrez ce qu'on appelle un rectangle. D'accord ? Donc vous avez 2 diagonales qui ont même longueur, mais qui n'ont pas forcément un angle droit entre elles. Alors pour le losange, elles n'ont pas forcément même longueur, mais elles ont un angle droit entre elles. Et après, si vous rajoutez à un losange des diagonales de même longueur ou à un rectangle des diagonales en angle droit, vous obtenez la figure avec le plus de propriétés dans tous ces quadrilatères, c'est donc le carré. Alors le carré, lui, il a tout. Il a des diagonales de même longueur qui se coupent en leur milieu, bien sûr, et avec un angle droit. 4 côtés. Alors cette multiplication, on va la poser. 75 fois 0,8, donc 5 fois 8, 40.
on retient 4, 7 fois 8, 56, 600. On décale la virgule, donc on obtient 60. Vous pouvez le faire à la machine, bien sûr. Donc voilà ce que ça donne. Donc vous aviez 100 au départ, vous avez perdu 60. Donc pour 100 de départ, vous perdez donc 40. On est bien sur une baisse donc de 40%. Donc l'affirmation, elle est vraie. Alors pour faire le calcul, j'ai pris une valeur initiale. On n'est pas obligé de prendre une valeur initiale. Pour ça, il faut bien comprendre donc, les coefficients multiplicateurs. Le coefficient global, c'est-à-dire par quoi on va multiplier la valeur de départ. Ça sera donc, on a multiplié par 0,75 pour la baisse de 25%, par 0,8 pour la baisse de 20%. On va calculer donc 8 fois 75, enfin 0,8 fois 0,75, on trouve 0,6. 0,6 ou 0,60, d'accord? Eh bien, ça veut dire que votre valeur initiale, elle va être multipliée par 0,60 pour arriver à la valeur finale. Qu'est-ce que c'est qu'une multiplication par 0,6? Eh bien, 0,60, c'est en fait 60%. Donc, vous allez conserver 60% de la valeur de départ. Et donc, quand on multiplie par 0,6, on perd en fait 40%. Donc, on a une baisse de 40%. Ça, c'est pour faire un raisonnement sans avoir besoin d'utiliser de valeur initiale. On passe par le coefficient global. Et après, il faut être capable de convertir ce coefficient global en taux global. C'est-à-dire que vous regardez, vous avez 60%, vous aviez 100% au départ, vous avez donc 40% de perte. Mais si vous préférez vraiment, prenez une valeur de départ. De toute façon, tout ça, c'est proportionnel à la valeur de départ. Pour une valeur de 100, vous obtenez une valeur de 60. Donc, vous avez une perte de 40. Alors, il existe une troisième méthode pour ceux qui ne maîtrisent pas les coefficients multiplicateurs et toutes ces choses-là. On peut faire des soustractions. Donc, on a notre premier prix que je vais appeler prix initial. Voilà. Prix initial. Alors, on peut l'appeler P1 si vous voulez. Ensuite, on aura une première évolution qui va nous donner un prix numéro 2. Donc là, on a moins 25%. Et notre prix numéro 2 nous donnera le prix final, qu'on peut appeler P3. Et là, on a une baisse de 20%. Alors, déjà, on va calculer P2 en fonction de P1. Alors, P2, c'est donc P1 moins 25%. Donc, 25% de P1, on a déjà appris. On multiplie P1 par 0,25. Donc ici, on a 1 P1 moins 0,25 P1, ça veut dire 1 moins 1 quart, on trouve 0,75 P1. Vous voyez, on retrouve en fait le coefficient multiplicateur associé à une baisse de 25%. Ensuite, maintenant, on cherche P3 en fonction de P2. Donc pour avoir P3, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut partir de P2 et lui enlever 20%. Donc P2 moins P2 fois 0,20. En faisant cette soustraction, on obtient donc 1 moins 0,2, on obtient 0,8, donc 0,80 fois P2. On retrouve le coefficient, d'accord, 0,80. Ici, on a retrouvé 0,75. Ensuite, si on fait les deux à la suite, qu'est-ce qu'on obtient? Comment conclure? Soit vous avez bien compris que 0,6 c'est un coefficient multiplicateur qui correspond à une baisse de 40%, sinon, vous faites donc, vous dites P3, c'est donc 0,6 fois P1, donc, ça veut dire P3, ici vous convertissez en pourcentage, ça veut dire que P3 représente 60% de P1, donc on a perdu 40%. D'accord? Conclusion, c'est bien une réduction de 40. Voilà. Ça, c'est un raisonnement pour ceux qui ont un petit peu de mal avec les coefficients multiplicateurs, mais vraiment, il faut y passer parce que ça traduit vraiment les actions, les évolutions de façon plus dynamique. Troisième question. Dans une classe, le nombre de filles est exactement égal à 3/4 du nombre de garçons. Affirmation, exactement 1/4 des élèves de la classe sont des garçons. Alors, c'est faux, ça a l'air comme ça vrai, mais on va rentrer dans les détails. On va prendre un exemple très simple. Prenons une classe, alors première démonstration, par un contre-exemple. C'est-à-dire, supposons, donc prenons une classe de 100 élèves. Voilà. Alors, ça paraît beaucoup 100 élèves, mais un jour on y arrivera peut-être, à force d'augmenter les effectifs. Donc ici, 100 élèves, supposons, si on avait 1/4 des élèves qui étaient des garçons. Supposons 1/4 de garçons. Ça veut dire quoi? Ça impliquerait
donc 3/4 de filles. Ça veut dire qu'on aurait donc 25 garçons et 75 filles. Mais si vous regardez, on n'a pas... hein, le nombre de filles, ça n'est pas 3/4 du nombre de garçons. Le nombre de filles, c'est 3 fois le nombre de garçons. Donc, le nombre de filles est 3 fois le nombre de garçons. D'accord ? Ça n'est pas du tout 3/4, donc c'est totalement faux. Deuxième raisonnement possible. Donc, on va appeler soit x le nombre de garçons. Voilà, dans ce cas-là, on a 3/4 de x filles. D'accord ? D'où effectif total, c'est donc x plus 3/4 de x, qui fait, alors on met tout sur 4, x, ça fait donc 4/4 de x, ce qui me fait 7/4 de x. Donc au total, on a 7/4 de x, donc hein, les garçons, proportion donc de garçons, ça sera donc nombre de garçons divisé par effectif total. Ça veut dire, donc, nombre de garçons, j'en ai x, divisé par 7/4 de x. Donc, les x se simplifient, d'accord ? Il me reste 1 sur 7/4. Quand on divise par 7/4, on multiplie par son inverse. Il me reste 4 sur 7. Et donc, ça n'est pas 1/4, 4 sur 7, d'accord ? C'est différent de 1/4. Donc, c'est faux. Voilà donc la deuxième façon de démontrer. Autre façon de raisonner, donc on va poser par exemple x le nombre de garçons, y donc le nombre de filles, et bon, on va appeler n le nombre d'élèves au total, d'accord, l'effectif total. Donc qu'est-ce qu'on cherche ? On cherche donc la proportion de garçons, donc on cherche x, donc on cherche la proportion de garçons, donc on cherche la valeur de x sur n. D'accord ? On va traduire. On sait que x plus y, ça vaut n. D'accord ? Et ensuite, eh bien, le nombre de filles, c'est 3/4 du nombre de garçons. Donc, y est égal à 3/4 de x. Donc, maintenant, on va faire une petite substitution. Dans la première ligne, vous voyez, ça fait x plus 3/4 de x égale n. Donc, j'ajoute, tout à l'heure, on a dit, ça fait 7/4 de x égale n. On retrouve un petit peu la méthode précédente, bien sûr. Et donc, en faisant un petit peu des manipulations produit en croix, j'ai x sur n. Voilà, le 4 va se retrouver en haut et le 7 en bas. Donc, x sur n égale 4/7. Donc, on a 4/7 de garçons et non pas 1/4. Eh bien, on a donc P3, c'est ce qui m'intéresse, ça fait 0,8 P2. Mais P2, on a dit que c'était 0,75 fois P1. Entre les deux, c'est une multiplication. Donc, on aura ici 0,8 fois 0,75 fois P1. Et 0,8 fois 0,75, on a vu que ça faisait 0,6, donc 0,60 fois P1. Et donc, eh bien après, on calcule ce que ça représente comme baisse. Quatrième question, et on va parler de division euclidienne. Alors ici, c'est un peu flou parce qu'on vous dit deux nombres entiers. Alors, deux nombres entiers, ça peut être des nombres entiers naturels, donc positifs, mais ça peut être aussi des nombres entiers relatifs, donc ils peuvent être négatifs. Donc je vais donner les deux définitions. Donc la division euclidienne, donc sur les entiers naturels. Donc on prend A et B, entiers naturels. D'accord ? La division de A par B, qu'est-ce que c'est ? Alors déjà, quand on fait une division de A par B, il faut que B soit différent de 0. D'accord ? Donc la division de A par B avec B non nul, c'est l'écriture de A sous la forme A égale B fois Q plus R. C'est-à-dire qu'il faut trouver deux nombres Q et R. Q, c'est le quotient. Q, c'est un entier. Ici, il sera positif, puisqu'on est dans les entiers naturels. Et un reste. Le reste, ça sera un entier qui a une particularité, par contre, très importante. C'est un nombre positif, un naturel, strictement plus petit que le nombre B. D'accord ?
Exemple, si vous faites la division de 14 par 5, eh ben, c'est écrire 5 égale, enfin 14 égale donc 5 fois 2 plus 4. Voilà, ça c'est la division euclidienne de 14 par 2. On a un reste ici qui est 4. 4 est bien positif, il est plus petit que 5, vous voyez. Et 2, c'est le quotient. Alors, il faut savoir qu'il est possible d'étendre cette définition de la division euclidienne au nombre relatif, c'est-à-dire que des cas où A et B seraient négatifs, donc relatif. B doit toujours être non nul. La seule différence, c'est toujours une écriture comme ça, mais ici, la condition, il faut que notre reste soit entre 0 et la valeur absolue de B. Donc on va faire exemple, la division de 14 par moins 5. Il faut donc écrire 14 comme moins 5 fois quelque chose, plus un reste ici, qui sera entre 0 et, non pas moins 5, mais 0 et 5. D'accord? Donc ici, on va faire quoi? On va faire fois moins 2, ça fait donc 10 plus 4. Voilà, la division euclidienne de 14 par moins 5. Oui, c'est un petit peu étrange, mais ça existe. Alors maintenant, on lit le texte avec attention. On effectue la division euclidienne du nombre A par 7, on trouve comme reste 3. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il existe un nombre donc entier qu'on va appeler Q1, le quotient, tel que A s'écrit donc 7 fois ce nombre, plus 3. D'accord? Ça veut dire que le reste de la division de A par 7 est 3. Ensuite, deuxième chose, on effectue la division euclidienne de B par 7 et on trouve 4. Donc, ça veut dire la même chose. Il existe un entier, cette fois-ci on va l'appeler Q2, tel que le nombre B, c'est donc 7 fois Q2 plus 4. Maintenant, on s'intéresse à A plus B. Donc ici, je fais la somme A plus B, et je regarde ce que ça va me donner. Ça donne donc 7Q1 plus 3, plus 7Q2 plus 4. Alors, ça fait 7 fois Q1 plus 7 fois Q2 plus 4 et 3, 7. Est-ce que ce nombre est divisible par 7? Si vous factorisez, vous pouvez dire que c'est 7 fois Q1 plus Q2 plus... Alors 7 ici, c'est 7 fois 1, donc plus 7 fois 1. Vous avez ici donc A plus B qui s'écrit 7 fois un nombre entier. Parce que Q1 plus Q2, c'est des entiers. Donc la somme est un entier, plus 1, ça reste un entier. Donc A plus B est effectivement un multiple de 7. Donc A plus B est divisible par 7, puisqu'il s'écrit 7 fois un nombre entier. Donc pour ça, vous pouvez réviser la définition de divisibilité. On dit que A plus B est divisible par 7. Mais ça équivaut, alors, ça équivaut au fait que A plus B divisé par 7 est entier. D'accord? Ou, il existe un entier tel que A plus B, c'est 7 fois cet entier. Alors cet entier K, voilà. Si vous arrivez à écrire A plus B égale 7 fois un entier, vous avez aussi montré que c'est divisible par 7. En fait, vous avez montré que c'est un multiple de 7, qui revient au même. Ou vous faites le division, A plus B sur 7 est un entier. Ou alors, si on revient à la division euclidienne, quand le reste est nul, eh bien on dit que A est divisible par B. Donc la façon la plus élégante de conclure, je dirais quoi? Je dirais que A plus B s'écrit 7 fois un entier. Donc A plus B est divisible par 7. Voilà. Cet exercice est à présent terminé. Voilà, j'espère que ça vous a plu. J'ai essayé d'être complet. C'est pas toujours facile, mais voilà. En tout cas, si ça vous a plu, n'hésitez pas à le dire. À bientôt.